Salut à toutes et salut à tous, bienvenue pour cette grande première, cette première émission des patronnes, premier des 12 épisodes que l'on vous consacre, voit enfin le jour, ça y est, vous allez vite vous en rendre compte, ici les questions de sport et de sport féminin plus particulièrement. Et pour cette première, focus sur le ballon rond, le football et le fil rouge de cette série de reportages. Sommaire. Le premier objectif, au-delà de tout, c'est que Juste pour elle soit pour tout le monde. Parce que Juste pour elle, c'est l'identité des gardiennes de but. Et c'est pas qu'à Saint-Brice. Il y a eu un discours qui a été un peu accusateur envers les clubs comme nous, qui n'avaient pas assez de joueuses sous contrat, et c'était pour cette raison qu'on ne pouvait pas reprendre. Ce qui est une totale aberration. C'est pas qu'il y a un problème de soutien, c'est pas forcément ça, c'est juste qu'une fille spontanément, quand elle commence le foot, elle se dit pas c'est mon sport. Et pour débuter, focus sur une association, elle s'appelle Juste pour elle, et est à mettre à l'initiative d'un jeune homme de 27 ans, Jordi Longhi, entraîneur des gardiennes de but d'Issy-les-Moulineaux en première division. Son objectif, il est simple, mettre en valeur le rôle si particulier de gardien et puis surtout balayer toutes ces idées préconçues qui surplombent ce poste. Oui, on peut être une fille et devenir une grande gardienne de but. Un message positif en soi, bienveillant, qui, on l'espère, donnera envie à nos petites sœurs, à nos nièces ou à nos filles de devenir la prochaine Laetitia Philippe, Nathalie Kérouille et Alexis Tranchant. Juste pour elle, c'est une association qui a pour but de promouvoir le poste de gardienne de but et de le mettre en lumière via différentes actions. À chaque fois qu'on demande à une fille quelle est ta gardienne ou quel est ton gardien préféré, elles ont toujours tendance à dire les garçons. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles puissent progresser entre elles et surtout qu'elles puissent connaître les gardiennes qui sont au haut niveau. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Les filles qui sont en stage, franchement, c'est... Jordi, c'est mon coach gardien au GPSO. Donc du coup, il m'avait parlé de son association, il m'avait amené son t-shirt. Voilà, j'ai vu un petit peu aussi sur les réseaux tout ce qu'il faisait justement le dimanche matin avec les petites. Est-ce que c'est toi qui as choisi le métier d'être gardienne, enfin le poste? Je pense que gardienne, c'est plus le poste qui te choisit. J'ai commencé, j'étais joueuse, je jouais avec les garçons. Il manquait un gardien, donc ils m'ont dit si tu veux essayer, j'ai essayé. Comment on fait pour passer en D1? Faut être faut passer par les sélections de district, par les ligues, tu te fais repérer, tu fais des tests, des essais. Donc en fonction de ta région, tu vas pouvoir trouver dans les clubs des pôles formation et après ils te repèrent sur les matchs. Pendant cette étude, c'était quoi votre club préféré? Marseille. Je sais que moi, quand j'étais petite, il y avait des stages à Palaiseau, des stages de gardien, et il n'y avait que des garçons en fait, j'étais la seule fille. C'est vrai que j'aurais aimé être avec d'autres filles pour pouvoir apprendre ce poste, mais bon, après, on fait comme on peut. Quand j'ai commencé le foot, il y avait déjà beaucoup moins de foot féminin, donc les gardiennes de but encore moins. C'est pour ça aussi je trouve que l'initiative de Jordi est vraiment sympa. Voilà, exactement. Ouais. Voilà encore. Oui. Juste pour elle, elle a la chance d'avoir un staff très complet. Ils sont tous bénévoles. Ils ont et elles ont cette pédagogie.
Parce que c'est vrai que parler à une fille, c'est différent de parler à un garçon. Le langage sera différent avec une fille de 6 ans ou une fille de 27 ans. Donc franchement, c'est top. Je pense qu'une fille aura beaucoup plus de facilité à écouter une Laetitia Philippe que moi. Pas parce que je suis mauvais ou quoi que ce soit, mais parce que Laetitia Philippe, c'est du concret. C'est une gardienne de but, elle est au haut niveau et elle sait l'exigence du haut niveau. Et c'est vrai que le fait de voir des Chloé Ngazi, des Kenza Abidi qui viennent parler aux filles et qui viennent leur expliquer les gestes et faire en sorte qu'elles puissent progresser, il n'y a rien de mieux pour elles parce qu'elles se rendent compte que c'est possible. Moi, je suis content quand je vois que les filles reviennent. Aujourd'hui, il y a 2 filles qui sont venues essayer. Tu avais une petite qui était venue accompagner sa sœur. Elle a dit, je vais être gardienne plus tard. Mais ça, c'est top. Mais ça, c'est... Là, je rentre chez moi, je suis content. Parce que autant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le poste de gardienne de but. Et en soi, c'est légitime parce que ce qu'ils disent, c'est vrai. Après, bon, la forme, on peut toujours en discuter. Mais qu'est-ce que tu mets en place derrière pour faire en sorte de les aider ? C'est vrai que les petites, même si elles s'inscrivent au foot et qu'elles jouent en tant que joueuses, elles se disent ah gardienne, c'est pas intéressant, on court pas, c'est pas. Alors qu'au final, le poste c'est pas ça. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que le poste de gardien, c'est vu comme un poste ingrat, alors qu'au final, franchement, c'est que du kiff en fait. Le premier objectif, au-delà de tout, c'est que Juste pour elle soit pour tout le monde. Parce que Juste pour elle, c'est l'identité des gardiennes de but. Et c'est pas qu'à Saint-Brice. L'objectif numéro 1, c'est ça. C'est faire des pôles Juste pour elle vraiment partout en France. On est d'accord, c'est pas moi. Il faut savoir que toutes les gardiennes Ligue 1 et Ligue 2 connaissent le projet. Et ça, c'est une vraie fierté. Ça veut dire que le projet est reconnu et qu'elles acceptent aussi et qu'elles soutiennent. Bon, je sens qu'il y a un engouement dessus et non, on va réussir. Quand, je sais pas, mais on va réussir, ça c'est sûr. Je ne vous apprends rien, on vit une période particulière et surtout très compliquée. Justement, c'est de ça dont il est question dans ce deuxième reportage. Comment un club de deuxième division française arrive à vivre et surtout à survivre en ce moment et surtout depuis 7 mois. C'est le dilemme qui s'est posé, qui s'est installé devant le club de Saint-Maur VGA, une équipe qui évolue donc juste en dessous, une petite division en dessous des équipes parisiennes ou encore lyonnaises et une équipe qui fait face à l'arrêt total de la compétition donc depuis octobre 2020, octobre dernier, rencontre et immersion au sein d'un club qui se bat même pour s'entraîner. Nathalie Kérouille, Léa Benetton. Nous sommes le 3 octobre 2020. Les joueuses de la VGA Saint-Maur s'adonnent à la traditionnelle séance photo. Après l'arrêt prématuré des championnats en raison de la crise sanitaire, le club de deuxième division a pu reprendre le chemin de la compétition. Pour la deuxième fois, tout s'arrête. On pensait que justement que ça allait repartir pour une saison pleine. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez positif, donc j'ai été plutôt dans la tendance confiant. Et puis à partir de octobre, ça a commencé à être compliqué. Donc déjà il y a eu le confinement, donc il a fallu s'adapter. Ensuite couvre-feu, il a fallu s'adapter encore. Les Val-de-Marnaises sont éloignées des terrains pendant de longues semaines, privées d'entraînement et de compétition. La date de reprise est alors estimée au 1er décembre. Je suis vraiment resté dans le côté positif où on allait jouer, où peut-être il y aura une pause, mais pas une si longue pause. En Angleterre, ça joue. En Espagne, ça joue. En Allemagne, ça joue. En France, ça joue pas. Oui, donc je vous appelais, c'était par rapport au test Covid. Donc si c'est possible que votre équipe puisse nous déposer tout ce qui est kit pour les tests ce jeudi.
à 20h. Si on doit se féliciter d'une chose, par contre, au club, c'est que à chaque fois qu'on a eu des difficultés, on a réussi à répondre présent, à toujours être, toujours avoir cette force de proposition pour avoir une continuité justement de l'activité sportive de nos joueuses. Puis on n'a pas de cas, donc ça c'est une bonne chose. Imen, ça va ? Les joueuses sont finalement autorisées à reprendre l'entraînement, mais avec de nombreuses restrictions, comme l'interdiction des contacts sur le terrain. Votre course, la lucidité pour votre intervention et faire le bon geste. Ok ? C'est-à-dire lorsqu'il faut la sortir, la remise à la gardienne, c'est la sûreté. D'accord ? Faire des séances sans contact, c'est pas impossible, c'est même bien. On cible le domaine technique, de répétition, mais voilà, faut pas que ça dure trop longtemps, sinon c'est vrai que c'est une autre complication, ça c'est sûr. Si les joueuses de la D2 féminine ont un rythme de haut niveau avec 3 ou 4 entraînements par semaine, à l'heure d'envisager la reprise de la compétition, la crise sanitaire met en lumière un championnat divisé entre clubs amateurs et semi-professionnels. Il y a eu un discours qui a été un peu accusateur envers les clubs comme nous, qui n'avaient pas assez de joueuses sous contrat, et c'était pour cette raison qu'on ne pouvait pas reprendre, ce qui est une totale aberration. Le 19 février, la VGA Saint-Maur apprend la reprise du championnat, fixée au 18 avril. Mais 2 semaines plus tard, retour en arrière. Les championnats amateurs sont définitivement arrêtés, sauf la Nationale 2 masculine et la D2 féminine, pour lesquels l'arrêt est toujours provisoire. On était prêts pour cette reprise parce qu'on l'avait demandé, on l'avait réclamé. Et là, le fait qu'ils nous coupent complètement les jambes avec 2 semaines plus tard l'annonce d'un arrêt, en nous reclassant en plus du côté club amateur, alors que 2 semaines plus tôt, ils nous disaient que on était plutôt semi-professionnel. Il y a quand même un dégoût d'une certaine manière de ce qui s'est passé. Des fois, je terminais assez tard, donc je ne pouvais pas assister aux visios organisées par le club. Donc, je devais faire une petite séance à moi toute seule que le prépa il nous envoyait. On s'investit, on se donne, on s'entraîne quand même tous les jours. Et le fait qu'on soit, en fait, ni considéré comme amateur, ni considéré comme, entre guillemets, pro, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où se situer. On a toujours été dans cet entre-deux qui est très compliqué à gérer. Je pense qu'on aurait préféré, quitte à être considéré un peu comme amateur, à ce qu'on nous dise dès le départ ça va reprendre, ou ça va pas reprendre, mais quelque chose de fixe. J'aurais pas envie que le championnat reprenne parce qu'en fait il est biaisé. Enfin, il y a eu trop de coupures et un décalage avec les autres équipes. Donc du coup, comme nous, je pense qu'on n'avait pas la préparation idéale comparée aux autres, et ça aurait fait encore un plus gros décalage. Face à cette incertitude, 14 présidents de clubs amateurs de D1 et de D2 féminines ont monté un collectif visant à favoriser une reprise de la compétition dans les meilleurs délais et à reconnaître la D2 comme une compétition de haut niveau. Ce collectif, il est né c'était l'année dernière en juin. Il y a une décision qui a été prise par la FFF en collaboration avec la LFP, c'était d'octroyer une enveloppe de 6 millions d'euros, si je ne me trompe pas, au football féminin. Donc à la D1 et à la D2. Donc étant donné que c'était que ça venait de la ligue professionnelle, ils avaient décidé de donner les sous simplement au club professionnel. Un club de D2 comme le FC Nantes, donc déjà qui a un budget monstrueux comparé au nôtre, avait une enveloppe en plus de 80 000 euros qui était octroyée. Et pour un club comme le nôtre, la VGA Saint-Maur, 0. Quand on est président d'un club, on ne s'imagine pas un jour travailler main dans la main avec les présidents d'autres clubs. Et j'ai trouvé ça vraiment, je trouve ça génial. Et puis maintenant, on a créé des liens avec certains. Ça, franchement, je pense que c'est la meilleure chose qui a pu arriver pour le football féminin amateur. C'est que dans cette crise de Covid, c'est qu'il y ait ce collectif justement qui naisse. Reste désormais à espérer pour ce collectif et toutes les licenciés que la crise sanitaire aura au moins le mérite de favoriser la reconnaissance du football féminin pour lui permettre de continuer à se développer et à se structurer. Malgré les embûches, etc., ça reste une aventure fantastique. Et puis le football prend ça prend un essor complètement dingue. C'était, ne serait-ce que que les droits de télé soient vendus, etc., c'est le premier sport féminin qui voit son championnat en France retransmis à la télé. C'est pas rien, c'est énorme.
Et puis voir toutes ces filles passionnées, et que ce soit des gamines, c'est un pur bonheur. Donc ça va continuer, avec ou sans la VGA, avec ou sans nous, c'est pas grave. Mais on espère quand même qu'on va y rester le plus longtemps possible, parce que le haut niveau, c'est génial. C'est génial. Chaque mois, et c'est d'ailleurs l'une des promesses de l'émission, chaque mois nous partons à la rencontre d'une femme qui pratique et qui œuvre au développement de son sport. Aujourd'hui, notre patronne du mois, notre première patronne du mois s'appelle Pauline Lemouélig, fondatrice de l'association Graines de Footballeuses. Là aussi, son objectif est très simple, permettre aux jeunes filles de croire en leurs rêves de footballeuses. Nathalie Kérouille et Olivier Hassan. Bonjour Pauline. Hello. Donc tu es notre patronne du mois. C'est toi qu'on vient venir rencontrer ce mois-ci pour parler de foot féminin. Et déjà on va commencer par savoir un petit peu quel est ton parcours et comment tu en es arrivée à créer l'association Graines de Footballeuses. Alors en fait l'association Graines de Footballeuses elle vient de mon expérience personnelle. J'ai commencé le foot dans la cour de récré avec les garçons. Après ça en fait comme c'était mes copains dans la cour de récré, j'ai décidé de m'inscrire en club à la MJC Grieux à Rouen en Haute-Normandie. Et puis j'ai continué pendant 4-5 ans. Bon, j'étais quand même pas mal garçon manqué, donc j'avoue qu'à l'époque, il fallait le vouloir pour voir que j'étais une fille, il fallait vraiment vouloir le voir. Mais quand même, quand on se rendait compte que j'étais une fille, en fait, à chaque fois, j'étais pointée du doigt. Tout le monde me disait « Ah, mais regardez, il y a une fille qui fait du foot, pourquoi elle est là? Elle sert à rien. Enfin voilà, c'est une fille, elle a rien à faire ici. » Puis à un moment est arrivé le moment où j'ai dû passer avec les filles, en fait. Sauf que j'avais aucune référence de filles à côté de moi qui jouaient au foot, etc. Du coup, j'ai arrêté le foot. Et en fait, j'ai arrêté pendant super longtemps. Je crois que j'ai arrêté pendant 7-8 ans. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai décidé de reprendre le foot. Au début, c'était en 5. Après, je me suis réinscrite dans un club, le SS, où j'ai coaché. Et justement, ça vient de là, en fait. C'est pas qu'il y a un problème de soutien, c'est pas forcément ça, c'est juste qu'une fille, spontanément, quand elle commence le foot, elle se dit pas c'est mon sport. Et moi, en fait, c'est ça que j'aimerais changer. Je dis pas que je peux le changer parce que ma petite échelle, c'est compliqué, mais en tout cas, j'aimerais le changer et leur montrer que le foot, c'est un sport qui est fait pour elles et c'est surtout un sport qui va leur permettre de découvrir plein de belles choses et plein de belles valeurs. Quand tu étais éducatrice, du coup, tu avais plein de petites filles avec toi. Est-ce que tu avais des témoignages de ces petites filles qui avaient vécu finalement le même parcours que toi, qui avaient eu les mêmes problématiques que toi? En fait, tout ça, c'est grâce à elles. Puisque, en fait, c'est avec leurs remarques que je me suis dit faut vraiment faire quelque chose. J'ai déjà eu plein de petites qui sont venues me voir le mercredi, qui m'ont dit « Ouais, Pauline, tu sais, la dernière fois, j'étais dans la cour de récré et puis on n'a pas voulu me faire jouer dans la cour de récré. » Ce qu'il y a de fou avec les enfants, c'est que il n'y a pas de filtre. Donc du coup, ils viennent nous voir et ils nous disent ce qu'ils ressentent au moment présent. Et quand il y a une petite qui me dit à la fin, qui vient me voir et qui me dit « Ah, c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir vu plein d'autres filles jouer au foot et puis de voir qu'il n'y en a pas que dans mon club, en fait, il y en a partout. » Moi, je me dis que c'est utile ce qu'on fait et surtout qu'on répond à une vraie problématique. Elles s'en rendent pas compte, mais ce qu'elles ont fait déjà et ce qu'elles font au quotidien pour le projet, pour toutes les footballeuses d'ailleurs, puisque ce projet-là, il est pour tout le monde, pour toutes les jeunes filles, c'est énorme ce qu'elles font, vraiment. Mais elles ne s'en rendent pas compte. Écoute, là maintenant, ça va être le moment où tu as demandé de venir avec des petits objets qui te rappellent des moments importants de ta vie, de Graines de Footballeuses aussi. On va aller les voir. Tu vas nous raconter un petit peu ce que ça représente pour toi. Ok, c'est parti. T'es prête? Ouais. Alors, on y va. Tu nous as ramené des maillots? Ouais. Tu peux nous dire à quoi ils correspondent? Ouais. Alors, ce maillot-là, en fait, c'est mon maillot de l'ESS, c'est mon maillot d'éducatrice.
Donc voilà, l'histoire, elle a commencé vraiment à l'ES16. L'idée de Graines de footballeuse, elle a germé, on va dire, dans ma tête pendant mon année de coaching, en tout cas à l'ES16. Ce maillot-là, il est très très important pour moi. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ce deuxième maillot que tu as ramené? Ouais. Alors ce deuxième maillot-là, franchement, c'est un des maillots qui compte le plus pour moi. Enfin, tous ces maillots-là, ils comptent pour moi, mais en fait, celui-là, c'est le point de départ, je dirais, des événements Graines de footballeuse. En tout cas, on sait que ça commence à se concrétiser, quoi, ce projet-là. C'est que je me suis dit, bon, ok, tu viens de passer 3 mois ou 4 mois à développer la page Instagram, etc., de Graines de footballeuse, mais je me suis dit, il faut que tu puisses être reconnu sur les événements. Et en fait, c'est le premier maillot que j'ai porté au premier événement Graines de footballeuse, en tout cas, premier événement physique. Et c'était à l'ES16, d'ailleurs. Donc, on reste, tout est lié, quoi. Voilà, tout est lié. Tu as du soutien un petit peu de certaines joueuses professionnelles ou pas du tout? Ouais, j'ai des soutiens, surtout des joueuses du Paris FC, en fait. Okay. Cindy Ferreira, qui joue là-bas, elle nous accompagne depuis le début. Et puis, bien sûr, il y a notre marraine officielle de Graines de footballeuse, qui est Oriane Jean-François, okay. Donc qui joue en équipe de France, qui joue au PFC. Et donc, on est soutenus et on est très fiers, en tout cas, d'avoir Oriane comme marraine pour porter fièrement les couleurs de Graines de footballeuse. Donc tu nous as ramené tout ça. Moi j'ai noté un petit peu aussi que sur vos réseaux sociaux vous faites des petits concours. Ouais. Tu fais un petit peu travailler les petites filles. Yes. Tu vas faire le concours. D'accord. Qu'on a prévu quelque chose pour toi. T'es prête? Ouais, je suis prête. Ouais. Bah on y va alors. Le défi. Ouais. T'as vu le ballon déjà ou pas? Ouais, j'ai vu le ballon, ouais. Ballon de beau ballon. Coupe du Monde 2019 en France. Yes, il est trop beau. Ça rigole plus. Hein. C'est clair. Petit défi, si tu fais 20 jongles sans toucher le pied par terre, enfin le deuxième, le premier, il faut bien que tu aies un pied par terre. Tu gagnes le maillot du Paris Saint-Germain, dédicacé il est trop par tout l'effectif. T'es pas pour Marseille? Non, je suis pas pour Marseille, je suis pour Paris. Ok, heureusement alors. Bon, j'essaye alors. T'essayes. T'as 3 essais. Est-ce que j'ai plusieurs essais? Ouais, 3 essais. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Voilà, non? C'est bon. Ah, tu continues en fait? Non, je sais pas faire après. Donc t'avais jamais fait les concours avec les petites? Si, en fait, je fais souvent faire des concours aux jeunes, mais en fait, je mets peu souvent au défi moi-même. Donc, non, mais bon, faut pas leur dire. Ouais. Bah, elles verront ça. Non, mais déjà, elles verront que t'as réussi. Déjà, elles verront ça. Et elles verront que t'as gagné ce maillot. C'est pas mal. Waouh! Est-ce que ça te fait plaisir? Bah, franchement, ça me fait plaisir parce que moi, je suis supportrice du PSG depuis mon plus jeune âge. Donc, je suis vraiment trop contente parce qu'il est magnifique. Franchement, il est vraiment beau. Merci beaucoup. Je suis très, très contente. Bah, de rien, mais merci à toi d'être venu en tout cas. Bah, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. C'est vrai? C'était top. Ouais. On se retrouvera sur les terrains alors. J'espère en fait. À Merci, bientôt. Pauline. Voilà, c'est fini. Comme dirait l'autre, un grand merci à toute la rédaction, toute l'équipe des patronnes, toutes les équipes techniques, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette grande première. Je vais les citer, Vincent Berry à la réal, Sidney Classen à l'image, à la production Louise Roque Jeunesse, Rachel Thibert, Nathalie Kérouille, bien sûr. On est ensemble et concernant les patronnes, rendez-vous le mois prochain pour l'épisode numéro 2, le numéro 2 des patronnes. Et n'oubliez pas, la patronne de demain, c'est peut-être vous. Salut à toutes, salut à tous, ciao.